Les bébés, les adultes et les vieux. Alors, moi j'aime bien ce mot-là, hein, les vieux. Pour moi, c'est pas péjoratif. Alors, il paraît que ça choque. Il y a des gens dans la salle qui m'ont dit « Les vieux, attention, il faut pas parler. » Moi, j'aime bien. Je suis vieux, d'ailleurs. Moi, j'ai 69 ans. Je suis vieux. Ça me choque pas. Les jeunes, les vieux. On va parler des vieux. Alors, le problème, c'est ça, quoi. S'il n'y avait pas ça, on n'en parlerait pas. Le problème, c'est ça. Et tout par-delà, tout. Si vous voulez faire de l'argent et que vous jouez avec la bourse, il est évident qu'il faut investir dans les sociétés qui prennent en charge les vieux. C'est un secteur en plein développement. Par exemple, entre 2010 et 2030, regardez l'enveloppe périphérique ici, il va y avoir une augmentation dans les populations vieilles, de pas mal de gens. Le problème, c'est que les jeunes sont moins nombreux. Alors, les jeunes, ils peuvent être dans les familles ou dans les métiers du soin, mais il y aura moins de jeunes pour s'occuper des vieux. Ça, c'est un problème. Ce qui fait que dans beaucoup de pays du monde, la technologie ou la technique est proposée par les politiciens. Les responsables politiques pensent à ça, en disant il faut aider les humains qui seront là à faire ce travail. Et l'idée est pas mauvaise. C'est un outil, fabriquons des outils pour que ceux qui seront là, on connaît le futur, puissent aider à prendre en charge les vieux. Voilà un petit peu comment ça se passe. Et voilà les centenaires en France, ça augmente pas mal. En 2060, il y en aura 200 000. Ça, c'est une vision. D'autres disent qu'il y en aura 300 000. On ne sait pas encore. Voilà. Et puis, terrible. Le vieux est une vieille. Le vieux est une vieille et, vous voyez, le monsieur, il va bien être obligé d'accepter. Et puis, vous avez vu le fardeau, mon Dieu. Avec tous ces vieux, qu'est-ce qu'on va en faire ? Comment on va supporter tout ça ? Voilà comment ça se présente. Et en Europe, pas mal cette statistique. L'augmentation de la population européenne globale entre 2008 et 2060 est de 2%. Donc, stabilité de la population globale en Europe. Mais si on prend les couches des plus de 65 ans, ils vont augmenter de 86%. Si on prend les plus de 80 ans, ils vont augmenter de 177%. Donc vous voyez, on reste à peu près le même nombre, mais on sera plus vieux. Mais ça, c'est quoi? C'est grâce à quoi? C'est grâce à quoi? C'est grâce au progrès. Alors, est-ce un drame? J'avais mis le tsunami des vieux, mais ce matin, j'ai changé. C'est plus élégant, c'est plus québécois. Est-ce un drame? Pour moi, non. Ce n'est pas du tout un drame. Car la base de ce qui construit notre société, notre système de santé, notre système social, est en train de bouger un petit peu. C'est un peu le sens de ce que je veux dire maintenant. Alors un paradigme, c'est quoi? Eh bien, c'est une évidence pour tout le monde. Tout le monde est d'accord, mais ça n'a jamais été démontré. Et à partir de ces paradigmes, on construit nos cités, nos villes, on construit notre société. Mais il est possible, avec ce tsunami démographique du vieillissement, que ça ébranle ou que ça modifie un petit peu les bases qui construisent notre société, notre raisonnement, notre façon d'agir. Premier paradigme qui commence à bouger, vieillir en bonne santé. Vous vous rendez compte?
Ils vieillissent et en plus, ils sont en bonne santé. Et de plus en plus. Et de plus en plus, regardez. Sur une statistique très récente, faite sur une étude entre Toulouse et le Nouveau-Mexique aux États-Unis, une cohorte qui est suivie. On se rend compte aujourd'hui, si on prend les vieux, et je ne donne pas de définition du vieux, c'est volontaire, il y en a 20% qui sont dépendants, polypathologiques, malades, fragiles, vulnérables, qu'il faut aller peut-être prendre en charge. Et alors, il y en a 50% en pleine forme, qui ne vont jamais à l'hôpital, qui ne vont jamais voir le médecin et qu'on ne connaît pas. Et puis, il y a un groupe au milieu qui est nouveau. Avant, il portait un autre nom. Hein. On appelait ça le vieillissement usuel. Aujourd'hui, on sait que ça s'appelle le groupe du fragile. 30%. Ce fragile, on va voir ce que c'est tout à l'heure. Il a moins de réserve pour réagir s'il y a stress. Mais si la vie est normale, il est dans la vie normale. Mais il est fragile. Ça se comprend facilement. Tous les enjeux de la gériatrie du futur ou de la médecine du futur, je pense que ça devrait être clair dans 10 ans, sinon la gériatrie n'existera plus, c'est de montrer qu'on est capable de faire de la prévention chez le fragile pour éviter qu'il bascule dans le groupe qui coûte cher. Coûte cher. Toutes sortes de coûts. Hein. La douleur, la souffrance des aidants, ça coûte cher. Alors voilà la modernité de la question. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que la colonne actifs en santé est en train d'augmenter. Et que, en pourcentage, et la colonne du pathologique est en train de diminuer. Et au niveau des démographes, ça s'appelle la compression de la morbidité. Vous voyez cette dame-là, certains ici ont déjà vu cette photo, je l'aime bien. Cette dame, elle est dans la vie, elle profite de la plage au Danemark, et probablement, j'invente l'histoire, elle a une DMLA, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu malvoyante, et que grâce à son mari, elle compense son handicap et elle profite de la vie. On commence à voir ce qui se passe. Nous avons fondé notre système de santé sur un homme extraordinaire qui s'appelle Hippocrate. Mais probablement, ce fondement de notre médecine aujourd'hui est en train de changer. Qu'est-ce qui se passe? On va revenir à Hippocrate tout à l'heure. Quand un pays vieillit, l'OMS décide, sur un barème, que quand on a plus que 10% de 65 ans plus, on a fait ce qu'on appelle la transition démographique. Ça veut dire que le système de santé n'est plus face à une pathologie de pays jeunes où les maladies sont aiguës. Par exemple, il y a une vieillerie dans notre pays qui s'appelle la médecine à l'acte, qui est liée à cette vision de la médecine. C'est-à-dire qu'on voit le médecin quand on est malade et comme on va guérir ou mourir, peu importe, on le voit une fois, ciao, et puis la prochaine fois, on changera de médecin. Bon. Médecine à l'acte, pays jeunes, maladies infectieuses, etc. Aujourd'hui, quand on a passé la transition démographique, et la France l'a fait il y a 40 ans, la médecine, dans 80% des cas, c'est des maladies qui ne guérissent pas, des maladies chroniques qu'il faut accompagner. Et le modèle économique, évidemment, par exemple, doit être totalement revu. Parce que utiliser un système pour traiter les maladies aiguës, ça coûte très très cher si on le maintient dans ce modèle économique lorsqu'on va commencer à l'utiliser pour l'accompagnement en permanence. Il y a vraiment un gros travail. Alors, Hippocrate, c'est un génie parce qu'il a découvert la maladie. Je veux dire, il est sorti du mauvais sort des dieux, il était lui-même prêtre d'Esculape, mais il a inventé la maladie, le contrat médecin-malade avec cette ou soignant-soigné où on essaye d'être à égalité, le diagnostic et le traitement. Et c'est là-dessus que toutes nos études médicales sont faites. Tout le monde étudie les maladies.
Alors la maladie, elle correspond à des besoins de diagnostic, de médicaments, mais c'est plus facile quand on a une seule maladie. Il y a même des groupes de patients autour de maladies. Et puis l'industrie pharmaceutique, elle fonctionne comme ça. Regardez mon dernier anti-hypertenseur. Regardez mon dernier médicament antidiabétique, anti-parkinsonien. Tout ce concept de la médecine d'aujourd'hui tourne autour de la maladie, moins des conséquences des maladies. Supposez qu'il y ait 3000 maladies différentes. Il y en a plus, il y en a moins, ça n'a pas d'importance. Les conséquences sont très, très, très communes, comme un entonnoir. Et beaucoup de maladies se terminent de la même façon, par la douleur, par le besoin de soins palliatifs, par la polypathologie, par le handicap, par l'incapacité. Et là, les conséquences de la maladie échappent au concept hippocratique. Comment? Eh bien, si on a une vision économique de la question, la maladie est gérée par le disease management, c'est le cas des spécialités médicales qui s'occupent du foie ou du gésier. Et puis, quand on est au stade des conséquences, ce n'est plus le même système de prise en charge. On doit prendre cas par cas, parce que les problèmes sont tellement complexes qu'on ne peut faire que personne par personne. Et ça n'intéresse pas du tout l'industrie pharmaceutique. Et le moteur économique de ce case management, c'est le Conseil général avec l'APA ou les prestations handicap. C'est eux qui font marcher la boutique. Alors, on a un paradigme hippocratique au départ, mais il n'est pas applicable dans le domaine de ce que j'appelle le paradigme fonctionnel. Qu'est-ce que c'est que ce paradigme fonctionnel? C'est comment passer de la maladie à la dépendance. Je vais aller très vite, on n'a pas beaucoup de temps, mais ça passe par la déficience, la perte d'un doigt, d'un poumon, d'un œil, qui entraîne une incapacité, c'est-à-dire je ne peux plus jouer du piano ou je ne peux plus monter mes escaliers parce que j'ai plus de poumons, et puis un handicap qui est différent selon l'environnement. Par exemple, j'ai perdu mon petit doigt, je suis pianiste professionnel, j'ai 100% de handicap. Je suis bûcheron, j'ai perdu mon petit doigt, je peux encore tenir la hache et j'ai 100% d'activité. Et c'est l'invention de Philip Wood pour les Nations Unies, pour l'OMS en 1980, qui nous donne un premier modèle. Seulement ce modèle, il est très médical. Il est très médical. Et voilà de jeunes handicapés californiens dans les années 60 qui disent « il y en a ras-le-bol ». Nous ne voulons plus, nous paraplégiques, accidentels, être considérés comme des malades. Nous ne sommes pas des malades, nous sommes des citoyens normaux. D'accord, on a un problème. Alors on fait une communauté, on est minoritaire, et on va faire comme les Indiens de l'Utah, on va aux Nations Unies et on va demander un statut populationnel particulier. Nous sommes une population minoritaire. Et ils l'ont obtenu. Ils l'ont obtenu en 2005 parce qu'il y a un traité international qui reconnaît la minorité du monde du handicap, ce qui oblige la majorité à la compensation. Et le mot compensation est devenu un mot politique international qu'on va voir. Donc on a changé le système et on a dit, d'accord, il y a la santé qui peut être une cause, mais, dit l'OMS en 2001 déjà, les facteurs environnementaux sont importants. Si je suis handicapé, ce n'est pas parce que je suis paraplégique, c'est parce que le maire de mon village n'a pas aménagé les trottoirs. Donc je ne peux pas traverser, il faut que quelqu'un m'aide. Donc mon handicap, c'est le maire qui en est responsable. Et en France, la loi est passée en 2005, ce qu'on appelle la loi Chirac, ce qui fait qu'en 2015, la personne handicapée qui ne peut pas accéder au lieu public fera un procès au maire et gagnera.
pour ça que dans les mairies, ça bouge beaucoup. En fait, la vie, c'est quoi? La vie, c'est le fonctionnement. Et c'est vrai que ce fonctionnement, quand on vieillit, il diminue un petit peu. Mais il reste au-dessus d'un seuil. C'est-à-dire que quand on est très vieux, on fonctionne encore. Par contre, les réserves, ça me nuise. Les réserves, ça me nuise. Et quand on est fragile, les réserves sont encore plus petites. Voilà ce que c'est que la fragilité. C'est quand le seuil de fragilité remonte. Alors, qu'est-ce qui se passe au cours de la vie? On peut avoir un accident, une maladie, un problème d'environnement. Tout d'un coup, la fonction s'effondre. Et elle s'effondre jusque dans la zone de décompensation. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable d'être dans la société. Ça s'appelle une situation de handicap. Il ne faut pas dire un handicapé, il faut dire une personne en situation de handicap, politiquement correct. Et puis, la gloire de nos métiers de santé, c'est quoi? C'est la compensation. On est là pour ça. Donc, décompensation, compensation. C'est intéressant de voir que la compensation maintenant est un droit depuis la loi 2005 en France, qui est une vraie révolution sociale dont on ne se rend pas encore compte des répercussions, et je vous engage à la connaître. Ce qui serait mieux, à tout point de vue, c'est qu'on empêche la décompensation. Ça s'appelle la prévention. C'est évident que c'est le parent pauvre dans tous les systèmes, parce que le modèle économique n'est pas bon. On ne sait pas payer la prévention. Donc on ne la fait pas, et on se contente de faire du curatif. Mais le premier acte, c'est prévention. Prévention, compensation, même combat. Prévention, compensation, même combat. Et alors, ça va plus loin que ça. Les outils de la compensation, c'est le logement, la mobilité, l'accessibilité, la sécurité, la nutrition, le médicament. Moi, migraineux, quand je suis très malade, je reste au lit, mais grâce aux médicaments qui m'enlèvent la douleur, j'abandonne mon handicap et je peux repartir au boulot. Donc, beaucoup de nos médicaments, les plus vieux en général, sont là pour compenser. Ils ne sont pas là pour guérir. Et d'ailleurs, la pharmacie devrait utiliser mieux. La technologie, c'est là que je la place. On comprend très bien le rôle de la technologie. D'accord? Le soin, l'emploi, la formation, le loisir. Mourir d'ennui dans une maison de retraite. Si on avait des loisirs, ça serait mieux. Ce qui est génial, c'est que ce sont les mêmes outils qui permettent la prévention. Quand on active les outils de la compensation, ce sont les mêmes qui pourraient servir à la prévention. Quelques remarques. Si on prend le modèle de l'Alzheimer, c'est très compliqué. Ils ont des décompensations multiples. La mémoire perdue, le sens de l'orientation, la façon de manger, ils perdent du poids, ils chutent, et toutes ces compensations rendent le modèle assez complexe. Donc ce que je vous présente, c'est un modèle qu'il ne faut pas mettre en application tous les jours. N'empêche qu'en prenant fonction par fonction, c'est le rôle des ergothérapeutes, des rééducateurs, on arrive à faire du bien. Et puis il y a un problème qui arrive aujourd'hui, vous avez tous vu, et vous commencez à voir que les outils de la compensation, eh bien, on pourrait tricher avec. Ça s'appelle le dopage chez les sportifs. C'est-à-dire qu'on dépasse la limite. Et vous trouverez de plus en plus d'articles sur l'homme augmenté. La surcompensation, là, on sort des bornes. Ce n'est pas médical, à mon avis. Donc, les outils de la compensation, ils pourraient, techniquement, avoir des conséquences qui nous échappent. Vous le voyez déjà partout. Hein. La chirurgie esthétique, c'est pour réparer. Mais il y a des gens qui l'utilisent pas pour réparer, pour faire autre chose. Beaucoup d'exemples là-dessus. Pour conclure cette petite partie, j'ai encore des choses à vous dire. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 10 minutes, je vais aller vite. L'OMS reconnaît le paradigme hippocratique par la classification internationale des maladies. On est à la 10e, c'est dire que les médecins du monde ne sont pas vraiment d'accord. C'est très compliqué de mettre tous les médecins du monde
d'accord pour une classification des maladies, mais formidable, on a depuis 2001 une classification internationale du fonctionnement, c'est-à-dire un langage pour ce nouveau paradigme du fonctionnement qui arrive et qui complète le paradigme hippocratique. Et la technique là-dedans. Hans Jonas, merci Ulrich. Aujourd'hui, sous la forme de la technique moderne, la techné s'est transformée en poussée, en avant, infinie de l'espèce et en son entreprise la plus importante. On serait tenté de croire que la vocation de l'homme consiste dans la progression, en perpétuel dépassement de soi, vers des choses toujours plus grandes, et la réussite d'une domination maximale sur les choses et sur l'homme lui-même semblerait être l'accomplissement de sa vocation. La suite, ainsi le triomphe de l'homo faber, celui qui fabrique, sur son objet externe, qu'illustrait bien notre philosophe Xyle, signifie-t-il en même temps son triomphe sur la constitution interne de l'homo sapiens, dont il était autrefois une partie servile. C'est intéressant de voir qu'il dégage les deux choses. Il dit autrefois, ce qui comptait c'était l'homo sapiens qui avait en servile l'homo faber, et maintenant c'est l'homo faber qui a pris le pouvoir. En d'autres termes, indépendamment même de ses œuvres objectives, la technique reçoit une signification éthique par la place centrale qu'elle occupe désormais dans la vie subjective des fins humaines. Alors, la gérontechnologie, c'est une discipline issue du croisement entre gérontologie et technologie. C'était au départ un pari académique qui consistait à mettre ensemble les deux concepts. Et bon, j'ai créé un laboratoire avec des économistes, des ingénieurs, des choses comme ça, qui a marché plusieurs années. Et on a mis au point la chambre intelligente, la télémédecine en gériatrie, etc. J'en parle un tout petit peu après. Alors, la technologie est là, pour la sécurité, pour aider les gestes de la vie quotidienne, dans la domotique, même pour la présentation des médicaments. On peut avoir des nouvelles technologies mécaniques, il n'y a pas que des nouvelles technologies électroniques. Elle est sur le chariot de soins pour les médicaments. On peut parler aussi, comme ça a été dit tout à l'heure, de systèmes de géolocalisation. Je dois dire que ça ne marche pas si bien que ça, parce que ceux qui en ont besoin les arrachent et les jettent dans la poubelle, et les seuls qui les achètent, c'est ceux qui sont anxieux de se perdre autour de chez eux. Je suis méchant. Mais c'est un peu vrai, mais j'y crois beaucoup quand même. On a une demande des familles d'Alzheimer qui est incroyable. C'est la première demande qu'ils font. J'aimerais tant faire mes courses en étant tranquille et en étant sûr que mon malade ne va pas se perdre. Mais comme j'ai peur, je reste avec lui, je m'enferme. C'est terrible d'être aidant d'un malade d'Alzheimer. Ça peut libérer aussi les aidants, ces outils. Il faut absolument arriver à les mettre au point. On peut utiliser des avatars quand on étudie l'activité d'une personne dans son domicile pour éviter de la filmer. On met une petite bulle, une petite boule à la place du personnage. Donc on peut utiliser de l'imagerie de synthèse qui n'est pas intrusive pour faire de l'étude actimétrique. On peut faire un diagnostic d'Alzheimer à distance. On l'a démontré, ça marche bien, avec une perte en ligne de 10%. Ça marche. On peut, là, modifier, voilà de la télémédecine en hospitalisation à domicile. Ça change pas mal les pratiques, ça réduit énormément l'angoisse des malades, surtout les malades en fin de vie qui veulent mourir chez eux et qui bénéficient de l'HAD. Ça a été un très grand progrès dans ce domaine-là. Malheureusement, ces dispositifs qui marchent très bien, on a publié de bons résultats, ils sont quand même sur des étagères parce que personne ne veut payer. Voilà une dame qui était dans mon service, elle était rentrée chez elle avec un ulcère qui ne guérissait pas. Vous voyez, il discute avec l'interne du service, là-bas, et le médecin du service. Le technicien de France Télécom est très content, là, vous voyez, il se frotte les mains.
Alors on peut, en télémédecine, aider une infirmière qui fait du soin à domicile, ou surveiller une perfusion quand elle est sortie, et l'appeler au téléphone pour lui dire « retourne vite parce que la perfusion ne passe pas ». Ça permet à l'infirmière de voir 4 malades tranquillement, au lieu des 3 dans l'anxiété qu'elle suivait avant. Et puis, il y a des communautés qui se créent bien en dehors du système médical. Des gens qui se mettent à parler entre eux de leur maladie. C'est nouveau, ça. Internet. C'est en train de créer des nouvelles communautés où les gens parlent entre eux. Le médecin n'est pas forcément là. Ça donne un nouveau visage. Ou on peut l'utiliser pour le loisir dans Alzheimer Express en voiture. Et on a fait filmer en Hollande le film du voyage en train, du village où se trouve la maison de retraite et de la petite ville voisine. Et on passait en boucle. Donc les gens, ils voient leur paysage habituel et ils sont plus devant la porte d'entrée. Vous savez, quand vous rentrez en une EHPAD, vous ouvrez la porte, vous avez 50 personnes silencieuses devant vous. Et ça marche très bien, ce genre de choses-là. Le bébé phoque Paro, un succès formidable. Tout le monde le caresse. Si vous avez l'occasion de voir un bébé phoque Paro, vous voudrez l'acheter. Alors il a un succès fou au Japon, mais en France, ça commence pas mal. Alors vous allez me dire, ouais, un chat c'est mieux, un chien c'est mieux. Ouais, oui, on est d'accord, Mais un bébé phoque Paro, c'est pas mal. C'est un objet d'affection, ça fait du loisir, c'est un jouet. Comme Nao, le robot français d'Aldébaran, qui est un rigolo, il fait des blagues tout le temps. Mais il est trop petit, il fait 40 cm, donc il ne peut pas ouvrir la porte. Donc ce n'est pas encore un robot assistant. Mais vous verrez, dans les 10 ans, tout le monde aura un robot assistant. On peut même en acheter à 200 € ou à 100 € à la FNAC pour dire à la grand-mère « Mamie, je t'aime » en écrivant un message Internet. Et puis le lapin va dire « Mamie, je t'aime ». Ça marche. Enfin, ça, c'est en train de changer tout, quoi. Ça change tout, ça change tout. J'ai pas le temps d'en parler, mais ça change même le modèle économique. Un médecin peut suivre son malade à distance quand il n'est pas bien. Mais franchement, il va suivre un malade ou 2 malades, mais il ne va pas suivre 15 malades. Donc le problème de ces technologies, c'est qu'ils créent des nouveaux vecteurs d'information qui vont arriver sur des équipes qui doivent s'organiser. Et nous devons, dans les hôpitaux, vite transformer une grande partie des hôpitaux en plateformes capables de répondre. Vivre, vieillir et être soigné chez soi, on peut en dire beaucoup. Confort, sécurité, autonomie, santé, développement, inclusion. L'hôpital ne doit plus être l'objectif central du système de santé, mais ce doit être le domicile dans l'avenir. Domicile, centre de la vie, et un projet gérontologique pour un aîné doit être éclairé par une double appréciation de la personne et du domicile. Autre vision, quand nous voyons les vieux, nous disons « ça coûte cher la dépendance ». Bien, on devrait changer notre mentalité et dire « l'investissement qu'il faut faire pour prendre en charge la dépendance apportera des métiers, permettra de payer des institutions, des personnels, et on a un système économique, comme le système du tourisme. Ça ne sert à rien, le tourisme. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui en vivent. Le sport, ça ne sert à rien, le sport. Il y a beaucoup de gens qui en vivent. Eh bien, les vieux, c'est une manne économique formidable, et il faut bien en être conscient. Et la majorité des vieux sont des actifs, hein, on l'a vu. Voilà, nouveau système. Enfin, c'est un champ d'éthique clinique, là on va aller vite, car la vulnérabilité pose un problème. Stéphanie Monozorzi a fait un petit bouquin, je l'ai apporté pour vous, Ulrich. C'est très intéressant ce qu'elle écrit. Elle intègre la spiritualité de façon technique et médicale, j'en parle pas. Aujourd'hui, l'allongement de l'espérance de vie directement lié au progrès de cette médecine rationnelle et le vieillissement de la population pose de nombreuses questions éthiques. Les personnes du grand âge ont-elles les mêmes prestations techniques que les patients plus jeunes?
Doit-on admettre aux soins intensifs des patients très âgés alors que les places sont rares? Doit-on autoriser que les patients âgés soient mis sur les listes de greffe, reins, cœur, poumons, et puissent bénéficier d'une greffe avant un patient plus jeune? Peut-on accepter qu'un patient, en l'absence de souffrance intolérable, meure par suicide assisté à l'hôpital? C'est une Suisse. Vous savez que la loi l'autorise en Suisse, sauf dans les hôpitaux. Quels sont les lieux de soins les plus adaptés pour prendre en charge des personnes âgées avec des troubles cognitifs? L'hôpital, avec son morcellement en services de spécialité, sa discontinuité, c'est-à-dire changement de personnel tous les jours, et son stress, est-il adapté à la prise en charge de ces personnes qui cherchent des repères? Comment permettre le maintien à domicile dans de bonnes conditions des personnes très âgées? Voilà des questions intéressantes. Elle a des réponses pas mal. Peut-on laisser rentrer seule à domicile une personne qui est au risque de se mettre en danger, parce qu'elle va tomber, elle va se brûler, etc., elle va laisser le gaz, et qui ne peut admettre l'idée d'entrer en institution? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? La biomédecine semble ne pas pouvoir donner de réponse satisfaisante pour construire ces prises hippocratiques. Paradigme hippocratique, il ne peut rien faire là-dedans. Mais le paradigme fonctionnel peut. Paradigme hippocratique, pouvoir médical. Un paradigme hippocratique sans pouvoir médical, le malade est foutu. Il faut un pilote dans l'avion. Mais dans le paradigme fonctionnel, non, le pouvoir médical n'a plus sa place. Ça peut être le directeur de l'EHPAD qui a la place, le kinésithérapeute, le chauffeur de taxi, les dents naturelles, les dents professionnelles. Ouais, c'est l'heure. Alors les principes, il y en a beaucoup plus que ce qu'on donne. C'est vrai que ceux qui sont soulignés, ce sont ceux de Childress et Beauchamp, mais il y en a plein d'autres. C'est tout à fait intéressant. N'oublions pas que l'éthique clinique est en train de changer très vite. Hippocrate nous apprend l'éthique individuelle, mais nous l'avons dit plusieurs fois, on ne peut pas résoudre les problèmes du vieillissement sans une nouvelle éthique qui vient s'ajouter, qui est l'éthique collective, l'approche collective. Et en fait, éthique hippocratique contre éthique collective, l'exemple c'est le malade d'Alzheimer qui a du staph méthyrésistant plein les yeux, plein les mains, plein le nez, qui a des troubles du comportement dans une unité. Est-ce qu'on le boucle dans sa chambre pour préserver les autres, ou est-ce qu'on lui laisse la liberté de circuler dans la maison? Et puis vous avez plein de problèmes comme ça. Il nous faut maintenant une éthique dite de la responsabilité dans laquelle rentrent évidemment d'autres données que l'éthique. Et c'est une révolution, je dirais, conceptuelle pour la pratique tous les jours. Il y a des espaces éthiques où on peut parler, et je termine très vite. Il faut aussi reprendre l'initiative pour les droits humains chez les aînés. C'est une entreprise des Nations Unies actuellement. J'ai listé ici les droits humains. Il y en a en France qu'on respecte et qui ne sont pas respectés ailleurs. Et il y en a en France qu'on ne respecte pas. Vous devez savoir qu'à 75 ans, on n'a plus le droit de louer une voiture. Vous devez savoir qu'à 69 ans, on n'a plus le droit d'emprunter de l'argent à la banque. C'est en France. L'Europe bouge. Je conclus. Il y a des besoins importants de solidarité face à la vulnérabilité de certaines personnes âgées, malades, fragiles ou en situation de handicap. Il faut inciter à la solidarité intra- et intergénérationnelle. Ne pas confondre éthique et bonne pratique ou éthique et droit. La gérontechnologie, ne pas se faire piéger par les bidules, mais évaluer le service quand même. Ça va ensemble. Mais ce qui compte pour nous, c'est le service, ce n'est pas le bidule. Et enfin, effacer la notion de dépense comptable, mais promouvoir celle d'investissement financier dans ce nouveau champ économique porteur pour lequel notre pays est en avance. Merci de votre attention. Alors, Monsieur Franck. Peut-être pas le temps de discuter. Non, je crois qu'on n'a pas le temps de discuter, là. Monsieur Grimaud, à quelle heure on revient? 14 heures.